Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. L'heure d'accueillir nos débatteurs de la première heure. Bonjour Jules Torres, journaliste au JDD. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Dites donc, vous avez de la barbe aujourd'hui, je vois ça. Oui, je suis un petit peu négligé. Vous regardez bizarrement, dites donc, c'est la fin de la semaine. Je vous remercie de le faire remarquer. Bientôt les vacances. Nathan Dever, moi, bonsoir. Négligé est mon mode d'être. Non, mais ça c'est bien, vous avez une coiffure un peu en pétard, mais on est à la radio, c'est pas grave. Bon, il y a quand même des auditeurs qui nous regardent via l'appli. Sur l'appli d'Europe 1. Excellente appli. Si vous voulez voir nos... Voilà, la barbe de Jules Torres, c'est le moment. Beaucoup plus sérieux. Évidemment, on va parler de cette explosion de l'antisémitisme en France. Il n'y a pas un jour sans que soit rapporté un acte antisémite. Dernier en date aujourd'hui, des injures envers un rabbin à Menton. Ce dernier annonce porter plainte. Et puis, on en parlait dans le journal, ces soupçons qui pèsent sur Vueling, des adolescents de confession juive de retour de colo de vacances ont été débarqués d'un avion de la compagnie qui s'apprêtait donc à décoller pour Orly depuis l'Espagne. Les circonstances, évidemment, restent à éclaircir. Il faut être prudent. Il n'empêche, la compagnie aérienne est accusée d'antisémitisme sur les réseaux sociaux, où de nombreuses images, notamment de la directrice de la colo qui apparaît en train d'être menotté à même le sol, sont diffusés. Vueling se défend en affirmant que les jeunes avaient manipulé du matériel de sécurité. On va évidemment parler avec vous de cette affaire, mais au-delà de ça, évidemment, c'est cette explosion de l'antisémitisme en France qui interroge et qui inquiète de plus en plus. Nous sommes en direct avec Jonathan Arfi, président du CRIF. Bonsoir Jonathan Arfi. Bonsoir. Bonsoir, je le disais à l'instant, pas un jour qui se passe sans une autre affaire. Il y a évidemment cette affaire, on appelle à la prudence, il faut encore éclaircir les circonstances. D'ailleurs, vous avez fait un communiqué assez prudent, mais les images, il n'empêche, sont extrêmement choquantes. J'imagine que vous les avez vues vous-même. Oui, parce qu'il y a une image qui a beaucoup circulé, celle de la directrice de la colonie de vacances qui est menottée. C'est une jeune fille de 21 ans. Donc bien sûr, ça suscite une émotion extrêmement importante dans la communauté juive, et je crois bien au-delà, parce que chacun s'identifie à ces colonies de vacances, chacun s'identifie à ces enfants qui ont été effectivement expulsés d'un avion. Il faudra attendre d'avoir les éléments de l'enquête pour déterminer ce qui s'est réellement passé, mais en attendant, ça se passe dans un contexte qui est celui d'une augmentation de l'antisémitisme extrêmement importante, qui fait que bien sûr, on a tous en tête les événements qui se passent depuis des mois et des mois dans notre pays et ailleurs en Europe, et que c'est ce contexte-là qui est dans toutes les têtes aussi. Aujourd'hui, clairement, on doit se cacher d'être juif en France. On ne peut plus arborer des signes religieux, même discrets. Vous avez ce sentiment, on entend de plus en plus de témoignages, même ici, de nos auditeurs qui, clairement, disent avoir peur. Vous savez, il y a une dizaine de jours, j'ai commencé mon discours au dîner du CRIF en partageant avec l'auditoire une anecdote, celle des discussions et du débat que j'ai avec mon épouse depuis le 7 octobre autour de ce qu'il faut dire aux enfants. Faut-il dire aux enfants de baisser la voix dans le métro quand ils parlent des Juifs ou d'Israël? Faut-il leur dire de retirer les étoiles de David autour du cou? C'est des questions qui traversent toutes les familles juives en France. Chacun y répond à sa manière, chacun y fait ses choix très personnels. De savoir s'il souhaite rester discret ou au contraire assumer dans ces moments-là avec fierté. Il n'y a pas de jugement à apporter, mais simplement un constat qui est celui du fait qu'aujourd'hui, le vrai risque, c'est un grand effacement des Juifs de France. Ce serait le fait que les Juifs ne seraient plus visibles dans l'espace public, et au fond, les antisémites auraient gagné. Cette victoire-là, je refuse qu'on l'apporte à ceux qui nourrissent la haine dans notre pays. Ça veut dire, Jonathan Arfi, que vous appelez, vous, la communauté juive, à la résistance? J'appelle effectivement, en tant que dirigeant d'institutions juives, à ce que nous ayons au fond une réaction collective, mais elle concerne les juifs et les non-juifs dans notre pays, l'ensemble des citoyens, à faire qu'on ne laisse pas le fait juif être effacé de l'espace public à cause de ces menaces qui pèsent aujourd'hui liées à l'antisémitisme, qu'au fond ce soit une réponse à l'antisémitisme que de cultiver la visibilité, la présence des juifs dans la société française de plein de manières. Vous savez, c'est pas par hasard que toutes les dernières agressions se sont portées souvent sur des rabbins,
parce que le rabbin, c'est au fond le juif le plus visible dans la société. C'est la personne qui est identifiée comme juive par essence, d'une certaine manière. S'en prendre un rabbin, c'est toujours vouloir effacer le visage du judaïsme de la société. C'est symbolique et c'est aussi ça qu'il faut combattre. Au-delà de la France, Yonatan Arfi, puisque vous parlez des rabbins, vous avez certainement eu vent de cette affaire, des rabbins européens formés au Krav Maga lors d'un séminaire qui se tient en ce moment à Eindhoven, l'initiative justement du Centre rabbinique d'Europe. On en est là? On en est là parce que il s'agit évidemment pas seulement de former physiquement des rabbins qui seront, je l'espère, jamais amenés à avoir besoin de se défendre physiquement, mais c'est parce que pour vivre dignement en tant que juif en Europe, pour vivre dignement dans des milieux qui parfois sont hostiles, pas toujours, mais qui parfois peuvent l'être, eh bien, on a besoin de savoir qu'on peut éventuellement se défendre si la situation se présente. Ça fait aussi partie, au fond, d'une des réponses à l'antisémitisme, de dire que, bien, face à ça, on redresse la tête et on combat. Donc, je suis pour un judaïsme engagé dans la société, mais un judaïsme de combat parce que c'est une manière aussi, eh bien, d'assurer que le fait juif, eh bien, reste un fait positif et pas simplement un sentiment d'être victime. Vous avez prononcé le mot de combat 2 fois, Yonatan Arfi. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans ce combat, notamment par les autorités françaises? Est-ce que vous êtes suffisamment soutenu? Alors, suffisamment, non, bien sûr qu'on souhaite l'être davantage. Néanmoins, je veux souligner une chose. Il y a de l'antisémitisme en France, mais la France n'est pas un pays antisémite. Et pourquoi la France n'est pas un pays antisémite? Précisément parce que les pouvoirs publics sont engagés dans ce combat. Bien sûr, on souhaite que ça aille plus loin, on souhaite que les sanctions soient plus lourdes face notamment à la haine en ligne, que les victimes d'antisémitisme, notamment quand ils se cachent derrière l'antisionisme, soient plus largement sanctionnés. Et on peut détailler la manière dont cette réponse publique doit s'améliorer, mais il y a une réponse publique. Il y a aussi du soutien dans la société civile. Je crois que la majorité silencieuse de notre pays a conscience que l'antisémitisme est une menace pour tous et pas simplement pour les juifs. En revanche, il y a une minorité agissante, violente, nourrie à l'islamisme, nourrie à l'identification dévoyée à la cause palestinienne, qui produit malheureusement des passages à l'acte qui aujourd'hui sont une menace. Et malheureusement très bruyante, notamment vous parliez de ceux qui se nourrissent de l'antisionisme. On pense spontanément à Aymeric Caron, par exemple, sur Twitter, pour le député insoumis. Israël n'est pas sanctionné parce qu'il s'agit d'un État juif. Le CRIF... C'est une illustration de plus de la dérive de la France insoumise. La France insoumise aujourd'hui cultive sciemment l'antisémitisme dans notre pays en laissant au fond une étiquette se poser sur les Français juifs, en faisant de nous d'une certaine manière des cibles légitimes au nom de leur haine décomplexée d'Israël. C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez porté plainte ? C'est un calcul électoral. Alors le CRIF n'est pas en justice. Mais d'autres organisations ont porté plainte et je m'en félicite et nous serons évidemment, si nous sommes appelés à témoigner, nous témoignerons lors de ces procès. Mais je suis moi convaincu que aujourd'hui il y a à la France insoumise au fond un calcul cynique qui est de dire cultivons aujourd'hui des raccourcis coupables autour de la question de Gaza en faisant un slogan électoral. Parce que ça produira effectivement un bénéfice électoral auprès des lecteurs de quartiers populaires arabes. Oui, mais on ne les arrête jamais. Ils ont une liberté d'expression sans borne, certainement en se cachant derrière leur immunité. Tant pis si ça se fait sur le dos de la sécurité des Juifs de France. Et c'est ça. On a le sentiment d'être d'une certaine manière sacrifié par la France insoumise. Nathan Dever. Bonsoir Yonatan, je voulais d'abord saluer le travail que vous faites qui est évidemment central par ces heures sombres. Vous posez une question parce que moi ce qui m'a interpellé dans cette affaire, comme vous l'avez dit Stéphanie, il faut être très prudent sur ce qui s'est passé en Espagne. Oui. Mais c'est la Guardia Civile. Il s'agit donc de la police espagnole représentant l'État. J'ai l'impression que par rapport à l'explosion de l'antisémitisme européen, un cap a été franchi. Jusqu'alors, les actes d'antisémitisme venaient de membres, entre guillemets, lambda, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis de la société. Là, ce sont des gens qui portent l'uniforme. Alors, je voulais poser la question à Yonatan, est-ce que vous pensez que l'État en France, l'État, c'est-à-dire ses dirigeants, mais aussi ses représentants, etc., résiste mieux qu'il ne peut résister ailleurs dans certains pays européens ou dans le monde ?
Oui, en France, je trouve que l'État résiste mieux dans le combat contre l'antisémitisme, dans la porosité à l'antisémitisme, évidemment, que beaucoup de pays d'Europe. Vous savez, quand je parle avec la communauté juive belge, par exemple, elle m'explique à quel point la situation en Belgique est compliquée parce qu'ils n'ont pas de soutien des pouvoirs publics, voire même ils ont des pouvoirs publics qui aujourd'hui font le jeu parfois des antisémites. Cette situation, elle est réplicable, elle est malheureusement aussi il y a deux jeunes Israéliens dans d'autres pays d'Europe. Qui ont été auditionnés d'ailleurs par la police belge pour crimes de guerre alors qu'ils venaient participer à un festival, Yonatan Arfi. Exactement, le festival Tomorrowland en Belgique. Donc on voit qu'on a aujourd'hui une situation très inégale en Europe. La France, de ce point de vue-là, du point de vue de l'engagement des pouvoirs publics, fait partie des élèves les plus vertueux. Néanmoins, on voit bien que ça n'est pas suffisant. Et notre responsabilité, c'est de pointer là où les choses peuvent s'améliorer. Pour moi, un des éléments clés, c'est d'être capable de dénoncer plus clairement l'antisémitisme quand il est caché derrière les discours de haine d'Israël, parce que c'est aujourd'hui ça le carburant de la haine. Est-ce que oui, Jules Torres voulait peut-être. Non, j'avais une question. Pardonnez-moi, c'est peut-être complètement hors sujet, mais je sais parce que pour l'avoir lu et les nombreux témoignages après le 7 octobre, qu'il y avait eu une augmentation considérable du nombre d'alias. Donc les Juifs qui décidaient, les Juifs par exemple de France ou d'Europe qui décidaient d'aller vers Israël. Est-ce que c'est un phénomène qui est toujours aussi massif aujourd'hui, alors qu'on voit que l'antisémitisme ne faiblit pas depuis le 7 octobre 2023? Bien, ça peut paraître peut-être à certains auditeurs contre-intuitif, l'idée que des Français décident de quitter leur pays pour aller vivre en Israël, qui est un pays en guerre depuis le 7 octobre. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces gens partent en se disant que au fond, ils se sentent moins seuls dans le combat contre l'antisémitisme, évidemment, en Israël qu'en France, même s'il y a du danger là-bas avec la guerre. Eh bien, c'est un danger qui est un danger auquel tout le monde fait face ensemble. Alors que sur l'antisémitisme, il leur arrive en France, malheureusement, de se sentir seuls. Et puis, il faut comprendre aussi un autre phénomène, c'est que l'antisémitisme, depuis le 7 octobre, touche des personnes de plus en plus jeunes. On a eu des cas d'antisémitisme à l'école primaire qui nous sont remontés, et que dès qu'on touche aux enfants, eh bien, pour beaucoup, ça touche alors aux projections personnelles. Et les gens sont prêts à prendre des décisions radicales quand c'est pour protéger leurs enfants. Ça reste des chiffres de quelques milliers de personnes, donc c'est peu significatif par rapport à la taille de la communauté juive de France, mais c'est en augmentation, effectivement. Yonatan Arfi, vous étiez assez indulgent avec les autorités françaises. Vous disiez que c'était en gros plutôt des bons élèves de ce point de vue-là, mais enfin, la France faisait partie d'ailleurs de ces États qui ont demandé expressément à Israël d'arrêter la guerre à Gaza. Évidemment, ça c'est un autre sujet, et encore une fois, on peut critiquer la politique de Benyamin Netanyahou et ce qui se passe à Gaza, mais enfin, est-ce que la France met autant d'énergie, par exemple, à mettre la pression sur le mouvement terroriste du Hamas pour qu'elle libère les otages? Parce que, curieusement, moi je l'entends un petit peu moins, mais je peux me tromper. Non, c'est précisément le reproche public qu'on a été amené à faire à plusieurs reprises à notre diplomatie. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est plus simple de mettre de la pression sur Israël, d'aller vers des sanctions contre Israël au niveau européen, par exemple, et soutenues par la France, que d'appeler à des sanctions contre le Hamas et ses soutiens. Quand l'Union européenne, avec le soutien de la France, évoque la question de la rupture d'accord d'association avec Israël, je regrette qu'on n'ait pas des mots sur les banques turques qui hébergent les comptes bancaires de responsables du Hamas, sur le Qatar, qui est un soutien évidemment du Hamas. Donc on a besoin, je crois, de rappeler une valeur fondamentale dans notre politique étrangère, c'est la démocratie. Israël, la France, est une démocratie, et de ce point de vue-là, je crois qu'elle doit être traitée de manière particulière, comme le sont toutes nos démocraties alliées. Nathan Dever. J'ai une deuxième question à vous poser. Alors, il y a deux types d'antisémites aujourd'hui. Il y a ceux qui ont, entre guillemets, le courage de s'assumer comme tels, qui prennent les risques de leur antisémitisme, c'est-à-dire qui ont des propos explicitement antisémites, on peut porter plainte pour incitation à la haine, etc. Et puis, il y a ceux, et c'est beaucoup plus subtil, qui sont dans un antisémitisme implicite et qui ne dépassent jamais la ligne rouge de la loi. Je parle notamment des gens qui ont une parole publique. Comment on fait pour lutter contre cette deuxième catégorie ? C'est une vraie question, parce que c'est le cas notamment de certains acteurs politiques à l'extrême gauche, on en a parlé. C'est le cas d'acteurs du monde culturel aussi, parfois. Donc on a, comme on l'a vu historiquement avec Dieudonné et d'autres, des secteurs qui ont beaucoup d'impact sur notamment les générations les plus jeunes, et qui savent très bien s'arrêter juste avant la ligne jaune, de manière à ne pas être condamnés juridiquement. Donc on a besoin là-dessus tout simplement d'expliquer, c'est-à-dire de désamorcer dans les esprits les rhétoriques qui sont des rhétoriques antisémites.
Parmi elles, il y a une rhétorique extrêmement dangereuse qui est celle de l'accusation de génocide. Le retournement de la question du génocide contre l'État refuge des rescapés de la Shoah, c'est un procédé qui est un procédé foncièrement antisémite. Et cette question-là qu'on voit aujourd'hui se banaliser, se généraliser, je sais que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'elle est, du danger qu'elle représente, et on a besoin, par exemple, de l'expliquer. Jonathan Arfi, si vous le voulez bien, vous pouvez rester avec nous quelques minutes juste après la pub, parce que notre passager là, qui était à bord de ce fameux vol Vueling, Damien, c'est son nom, sera avec nous dans quelques instants pour son témoignage. Donc vous êtes le bienvenu pour réagir. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous parlions de ces incidents qui se sont produits lors d'un vol Vueling. Des adolescents de confession juive de retour de colonies de vacances ont été débarqués d'un avion de la compagnie qui s'apprêtait à décoller pour Orly, depuis Valence en Espagne. Les circonstances restent à éclaircir, et justement, nous sommes avec un passager qui était à bord de cet avion au moment de l'expulsion de ces enfants de l'appareil. Bonsoir Damien, c'est votre nom, je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez donc assisté, Damien, à la scène. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors en fait, moi je suis rentré, j'étais avec mon enfant. Donc, je suis rentré dans les premières personnes. Donc dans l'embarquement, tout s'est très bien passé. Les enfants étaient très très calmes, surtout pour des adolescents qui sont nombreux, qui rentrent de colonie. Ils étaient très très calmes, ils se sont assis vraiment en discutant tranquillement. Il y en a un qui a appelé son ami pendant 2 secondes. Il me semble qu'il a moi ce que je pensais qu'il appelait quelqu'un, c'était un nom. Mais après, vraiment tout s'est très bien passé. Il y en a juste un qui a appelé un ami. Ensuite, pendant les consignes de sécurité, elles ont été à un moment interrompues, et nous on comprenait pas trop ce qui se passait. Oui. La compagnie, une hôtesse de l'air a pris le téléphone et a dit qu'il y avait un problème au niveau de sécurité, et qu'ils allaient appeler du coup la Guardia Civile, qui est la police espagnole. Et du coup, nous, on s'est retourné, parce que moi je me suis retourné, je me suis dit bon, je vais aller aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait quelqu'un qui est debout, qui fait du bazar et tout ça. Et en fait, derrière, tout le monde était assis, c'était assez calme, donc on ne comprenait pas ce qui se passait. On rappelle, Damien, évidemment que vous ne faisiez pas partie de la colonie de vacances. Vous étiez loin du groupe, vous? Moi, j'étais à peu près... en fait, le groupe, il prenait tout l'arrière de l'avion. À partir, je pense, du 18 ou 19 ans. Moi, j'étais vers le 5e rang. Donc, j'étais loin, mais s'il y avait eu des cris, oui, s'il y avait eu des cris, vous les auriez entendus. Oui, j'aurais entendu, mais honnêtement... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo de cet événement, c'est que tout s'est fait, tout le monde a été très cordial, très poli, que ce soit le personnel de bord, la Guardia Civile, les enfants, tout s'est fait en fait dans le calme en fait. Ah bon? La Guardia Civile est arrivée. Oui. Ils ont parlé avec un moniteur, il me semble qu'ils l'ont amené en dehors de l'avion, puis la colonie a suivi. Dans le calme, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez pu voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux, qui pour le coup, dont l'authenticité ne fait aucun doute. On voit clairement la directrice de la colonie de vacances plaquée au sol avec les menottes à l'arrière, en dehors de l'avion. Mais dans l'avion, vous nous confirmez que vous n'avez entendu absolument aucun cri. Effectivement, il y a une dizaine de rangs entre vous. Aucune violence? Non, aucune violence. En fait, quand les enfants sortaient, ils étaient quasiment tous au téléphone avec leurs parents. Voilà, c'est une situation que je pense qui les a inquiétés, comme pour leurs parents aussi. Donc, mais vraiment dans l'avion, la directrice, tout le monde, je peux vous dire que tout le monde, le personnel de bord, tout le monde était vraiment calme, discutait normalement. C'est vrai que ensuite la directrice est sortie de l'avion. Là, on a entendu effectivement, nous, de l'avion, des cris, mais on ne savait pas qu'elle avait été du tout plaquée au sol. Nous, on a découvert ça dans les images ce matin, parce qu'on est dans l'avion. Donc, on entend juste une personne crier, on pensait qu'il s'invectivait, quelque chose comme ça. Mais on ne savait pas du tout que la personne avait été plaquée au sol. Alors, la compagnie manifestement a une autre version, parce que elle a évidemment fait un communiqué officiel devant les accusations et les soupçons d'antisémitisme. Clairement, l'intervention de l'équipage a été motivée exclusivement par un comportement compromettant l'intégrité du vol ainsi que la sécurité des passagers et de l'opération dans son ensemble. Est-ce que je répète ma question parce qu'elle est importante évidemment, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment donné qu'il y a eu un comportement conflictuel et agressif de la part de ces adolescents, parce que c'est ce qui est clairement indiqué aussi, un comportement agressif du groupe? Oui, pendant les consignes de sécurité.
c'est ce qui est écrit dans le communiqué, pendant les consignes de sécurité. Et nous, pendant les consignes de sécurité, on regardait les consignes de sécurité, donc devant nous. Donc nous, on n'a pas pu voir ce qui se passait derrière. Donc ce qui se passait derrière, apparemment, ce que dit la compagnie, ce qui se passe derrière entre la compagnie et les adolescents, moi, en tout cas, je l'ai pas vu parce que je regardais les consignes de sécurité. Et dans l'avion, tout le monde regardait les consignes de sécurité. Donc ça, c'est ce que dit la compagnie, et c'est peut-être vrai. Je ne le sais pas. Je veux dire, moi, je regardais devant. Et honnêtement, je fais confiance à la compagnie, mais je peux pas également dire que les adolescents. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, après, c'est pas à moi de le dire ni à vous. Oui, bien sûr. Il y aura une enquête. Il y a une enquête. En tout cas, vous avez été surpris. Vous avez été surpris par ce débarquement. Mais... Voilà, tout le monde a été surpris. Vous dites, vous avez échangé peut-être avec d'autres passagers. Ça semblait être la surprise à bord. Il y aura une enquête. Laissons la justice espagnole faire son travail. Et j'espère que tout va être réglé. C'est tout. Merci en tout cas, Damien. Je rappelle que vous étiez passager sur ce vol et que vous ne faisiez évidemment pas partie de la colonie de vacances et que vous nous avez apporté ce soir votre témoignage sur Europe 1. Merci à vous. Jules Torres, je vous vois réagir. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant parce qu'il y a vraiment deux versions. Bah oui, il y a deux versions et c'est vrai que on a du mal à savoir où est la vérité. C'est pour cela également qu'on commente, c'est qu'elle nous intéresse cette affaire, parce que pour avoir pris un petit peu l'avion dans ma petite carrière de journaliste politique, pour se faire expulser d'un vol, il faut quand même y aller. Il faut avoir fait quelque chose d'assez grave. C'est pas compliqué. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de catégories. Enfin, en tout cas sur Air France, c'est comme ça. Et c'est la catégorie 3, violence, qui éventuellement légitime une expulsion de la part du commandant de bord. Avoir fait quelque chose de grave. Ensuite, la Guardia Civile, quand elle opère sur ordre. Jonathan Arfi est encore avec nous quelques minutes. Jonathan Arfi, vous avez entendu ce témoignage. Alors, je vous demande pas évidemment de prendre parti là, parce qu'il y a une enquête qui est en cours et la prudence est de mise, mais c'est vrai que ça interroge ces deux versions. Oui, on voit bien qu'il y a 2 versions totalement différentes, mais moi, ce qui me frappe, c'est que quelles que soient les versions, il y a quand même effectivement une émotion qui est légitime face aux images de cette jeune fille de 21 ans menottée. Voilà, et je crois que c'est beaucoup ça aussi qui a frappé. Après, l'enquête dira s'il y a ou pas des intentions liées au contexte, liées à l'identité de ces jeunes et autres. Mais en attendant, effectivement, c'est toujours difficile d'accepter de voir des adolescents et puis une monitrice de 21 ans traitée de la sorte. J'imagine qu'il y a des procédures. On verra bien si elles ont été respectées. En tout cas, je peux témoigner de l'émoi qu'il y a dans la communauté juive sur cette question. Et c'est pour ça qu'on tenait à vous donner la parole et évoquer évidemment les autres actes antisémites, puisque aujourd'hui, je rappelle aussi qu'il y a eu des injures envers un rabbin à Menton. Ce dernier annonce porter plainte. Merci à vous, Jonathan Arfi, d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Nathan Dever, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Oui, toute petite chose, mais puisque Jules était tout fier de dire qu'il prenait l'avion. Moi, ça lui arrive une fois par an. C'est pas grave, c'est très bien, Jules. Je déteste l'avion, j'ai horreur de ça. C'est bien, vous voyez, vous êtes écolo. Ouais. Alors moi, je prends l'avion avec plaisir et fierté, sans détestation. Et j'ai une anecdote sur l'aéroport de Valence, parce que j'avais eu affaire à cet aéroport une fois. J'étais tombé sur un douanier qui était complètement véreux. Alors, l'anecdote n'a pas d'intérêt en soi, mais dans le contexte, peut-être qu'elle éclaire quelque chose. Un vrai douanier qui voulait me vider la moitié de ma valise avec des prétextes lunaires et qui m'a demandé un pot de vin. Et pour pas possible. Franchement, je vous promets que l'anecdote est vraie. Non mais là, il faut dire aux réseaux sociaux de l'extraire cette séquence, parce que quand je suis tombé sur ça, un douanier qui demande un peu de vin pour rendre un paquet de cigarettes à quelqu'un, je me suis dit, cet aéroport est quand même très étrange. Et donc nous en avons la confirmation ici. Il y a la question de l'antisémitisme. Il y a la question aussi par exemple, cette scène de la Guardia Civile qui met une femme à terre de 21 ans, Non, ces images étaient extrêmement choquantes. Mais c'est des violences policières. Oui. Et ça montre bien qu'il y a un dysfonctionnement global dans cet aéroport entre l'histoire de mon douanier véreux et ces policiers violents. Il y a quelque chose. Je règle mes comptes, j'en profite. C'est une histoire ancienne, mais que je tiens à régler. Mais voilà. Ne prenez pas l'antenne en otage. C'est quand même intéressant.